première question, c'est vous étiez hier au tribunal pour couvrir le procès pour viol présumé et menace de mort opposant le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et sa plaignante Adjira Bissar. En résumé, que peut-on retenir de ce procès tant attendu par le peuple sénégalais? Voilà, je vous remercie d'abord pour cet honneur que vous me faites en me permettant de m'exprimer encore une fois de plus sur le déroulé de cet événement tant attendu qui s'est passé au Palais de justice de Dakar. Donc, tout d'abord, pour rappeler le contexte, c'est une affaire qui tient en haleine tout le pays depuis mars 2021. Faudrait-il rappeler que plus de 17 personnes sont mortes à cause de cette affaire entre mars 2021 et mai 2023. Donc, l'affaire a été renvoyée donc devant la chambre criminelle par le doyen des juges Maham Diallo, qui devait être jugé hier par le tribunal, par la chambre criminelle, donc présidée par le juge Sagay. Mais en l'absence du principal accusé, Ousmane Sonko, qui actuellement est retranché dans son domicile à Ziguinchor et qui refuse, dit-il, de répondre à la justice parce qu'il a dit si un minimum de sécurité ne lui est pas garanti, faisant référence notamment à ses précédentes allées au tribunal où il a pu être persécuté par les forces de l'ordre. Donc, l'audience a commencé vers 9h42 du matin, donc sans Ousmane Sonko, notamment avec ses avocats, Maître Clédor Ciré et tout son pool d'avocats qui étaient là, et aussi les avocats de l'autre accusé, sa co-accusée Ndeye Khady Ndiaye, qui est propriétaire du salon Sweet Beauté. Donc, quand l'audience a commencé, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye ont tout de suite demandé au président un renvoi compte tenu voilà, des nouvelles constitutions dans le rang et qui n'ont pas encore eu le temps de s'imprégner des 471 pages du dossier. Donc, le juge a refusé, le procureur a dit net, le juge a refusé donc et a retenu l'affaire. Il y a eu entre 9h42 et 10h30 beaucoup d'échanges et les avocats ont certainement dans leur rôle, les avocats de Khady Ndiaye, certainement dans leur rôle ont essayé de mettre la pression sur le juge et en utilisant l'état actuel de leur cliente qui est en état de grossesse selon eux de 8 mois. Visiblement, Ndeye Khady Ndiaye, pour tous ceux qui étaient présents dans la salle, donc ont pu constater qu'effectivement c'est une femme en état de grossesse avancée. Donc, ils ont essayé de mettre la pression sur le juge pour qu'il renvoie au moins le procès jusqu'à ce que leur cliente accouche et pour qu'elle puisse quand même comparaître sereinement. Donc, ce que le juge a refusé, donc ils ont donc à cet instant dit que voilà, le minimum de droit à leur cliente n'a pas été respecté, donc qu'ils allaient quitter la salle. D'accord. Et qu'en est-il de M. Ousmane Sonko? Quelles étaient les excuses de ses avocats pour sa non-présence hier? Bon, pour ce qui s'agit de la non-présence de Ousmane Sonko, ses avocats ont prétexté les barricades qui sont mises autour de son domicile, la présence des forces de l'ordre à Ziguinchor et les affrontements qui s'y déroulent avec les jeunes sur place. Donc, pour eux,
les conditions n'étaient pas réunies pour leurs clients de se déplacer de Ziguinchor à Dakar pour assister à ce procès. Donc, notamment, ils ont donné une garantie de bonne foi aux juges qu'en cas de renvoi, ils allaient tout faire pour présenter leurs clients lors de la prochaine audience au palais de justice, ce que le juge a refusé. Donc, eux également, ils ont dit que voilà, leur droit a été violé, ils ont décidé de buter le procès. Et qu'en est-il des convocations, reçues ou non reçues? Donc, on a entendu les avocats aussi parler de ça. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, là, il y a un peu d'ambiguïté parce que les avocats d'Ousmane Sonko, en tout cas, ils disent que leur client n'a pas encore reçu de convocation. Le procureur qui devait éclairer sur le sujet ne dit pas expressément lors de l'audience que Ousmane Sonko a reçu de manière formelle une convocation. Il dit tout simplement que M. Ousmane Sonko est au courant du procès, est au courant de l'audience, donc il devait être présent. Cela ne dit pas que de manière formelle, ils ont fait une convocation en bonne et due forme et remettre en personne à Ousmane Sonko. Il dit que Ousmane Sonko est au courant de ce qui se passe. Il sait que le procès aujourd'hui, donc il devait être présent. Donc, sur ce coup, on ne peut pas trop s'avancer sur est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il n'a pas reçu. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de la partie civile, quelle a été leur ligne d'attaque donc, pour défendre leurs clients? Bon, pour la partie civile, vous savez, un procès en pénal, c'est un procès qui demande, qui requiert la présentation de preuves matérielles. Donc, depuis l'éclatement de cette affaire, il me semble que le camp de l'accusatrice a plusieurs fois laissé entendre qu'il détenait des preuves, soit audio, vidéo, photocompromettantes, qui pourraient incriminer l'accusé Ousmane Sonko en question. Donc, toute l'assistance d'hier au tribunal peut-être s'attendait à ce que la partie civile présente ces éléments-là, d'autant plus qu'une vidéoprojecteur a été allumée et présentée sur place, bien installée au besoin, et que Maître El Hadjouf, qui est l'un des avocats de la plaignante, a bien indiqué au cours de l'audience qu'il détenait par devers lui des audios, des photos et des vidéos qui incriminaient Ousmane Sonko. Mais au final, on a constaté que rien n'a été diffusé sur la vidéoprojecteur et qu'aucune preuve matérielle n'a été présentée. Maintenant, la ligne d'attaque de la partie civile a été autre. C'est-à-dire ils ont joué sur ce qu'ils appellent, ce que Maître Abdou Diali Kane a appelé la forte présomption de culpabilité de Ousmane Sonko. Et ils ont évoqué sa présence dans les lieux qui est incontestable et qui a été vérifié, confirmé par Ousmane Sonko lui-même, confirmé par la propriétaire du salon et par Adji Sarr. Donc, sa présence sur les lieux, un. En second lieu, il y a eu ce témoignage du docteur Alfousseni Gueye qui indique que les résultats sortis du prélèvement qu'il a effectué le 2 février sur la plaignante Adji Sarr, ces résultats-là qui sont sortis 16 mois après ont révélé qu'il y avait la présence de sperme sur les parties intimes de la plaignante. Donc, c'est le deuxième élément sur lequel la partie civile s'est fondée pour appuyer ce qu'elle appelle la forte probabilité, la forte présomption de culpabilité d'Ousmane Sonko. Trois faits. Donc, comme ils n'avaient pas de preuves matérielles, ils se sont fondés sur ces trois faits pour indiquer à la Cour que ces trois faits prouvent nettement que Ousmane Sonko pourrait être coupable de ce qu'on lui reproche. Maintenant, le certificat médical, qui est une pièce centrale de cet élément, encore, faudrait-il le rappeler, note clairement une absence de lésion
vulvaire. Donc, il n'y a aucune trace de violence sur les parties intimes de Adji Sarr qui pourrait indiquer qu'elle a subi une agression sexuelle. Donc, pour maintenant contourner cet aspect-là, les avocats de la partie civile ont brandi l'argument de la menace évoquée par leur cliente avec 2 armes à feu, faut-il le rappeler, pour expliquer que leur cliente ne pouvait pas résister, qu'elle était contrainte d'accepter une relation sans violence parce qu'elle était sous la menace d'une arme à feu. Donc, sur cette question, ce sont les différents... Oui. Allez-y. Oui, allez-y. Sur cette question, la posture donc, du docteur Gueye est très importante. Est-ce que le docteur a confirmé la présence des spermes ou bien il a confirmé que lui, il a fait des prélèvements donc, vaginales, des sécrétions? Non, c'est 2 choses différentes en fait. Le docteur Gueye a consulté Adji Sarr. Il a constaté et écrit en bonne et due forme dans son certificat médical l'absence pour dénoncer l'acharnement et la persécution qui était exercée sur sa personne. Les résultats des prélèvements n'étaient pas encore sortis. Donc, c'est hier seulement que l'opinion a été au courant que les résultats sont sortis et qu'il confirme la présence de sperme dans ces prélèvements qu'avait fait le docteur Gueye dans les parties intimes de Adji Sarr. D'accord. Et maintenant, quelles ont été donc les déclarations des témoins donc, dans ce procès? Donc, il faut noter que... déclarations? Oui, il faut noter que tous les témoins appelés à la barre n'ont pas répondu présent, notamment Mamoud Diallo, qui n'est pas venu. Il y a d'autres masseuses aussi qui ne sont pas venus. Maintenant, le défilé des témoins, il y a eu d'abord Aïssata Ba, qui était la co-masseuse de Ousmane Sonko avec Adji Sarr ce jour-là, du 2 février 2021. C'est elle qui était avec Adji Sarr dans la pièce pour masser Ousmane Sonko à 4 mai et que c'est elle qui est venue confirmer à la barre que Adji Sarr, après avoir massé Ousmane Sonko, Adji Sarr lui a dit à un moment de se retirer et de la laisser seule avec Ousmane Sonko. Donc, c'est ce qu'elle a expliqué, c'est ce qu'elle avait expliqué dans le procès verbal et c'est ce qu'elle a confirmé à la barre, que Adji Sarr lui a demandé de sortir de la pièce à un moment et de rester seul avec Adji Sarr. Maintenant, là, il y a une petite incertitude sur le temps qu'a duré le huis clos entre Adji Sarr et Ousmane Sonko au moment où elle est sortie de la pièce. Elle a été confondue par le juge et par les avocats. Elle a clairement dit qu'elle n'était pas certaine du nombre de minutes que ça a duré. Elle a parlé de 30 minutes. Dans le procès verbal, Ndeye Khady Ndiaye avait parlé de 10 minutes. Une autre personne avait parlé de 3 minutes, donc c'est un peu confondu. Elle s'est un peu confondue et au finish, elle a décidé qu'elle ne savait pas le nombre de minutes exactes que Adji Sarr avait passé avec Ousmane Sonko seul dans cette cabine. Elle a aussi indiqué qu'après avoir accompagné Ousmane Sonko à la porte et refermé la porte, Adji Sarr a émis un appel téléphonique et elle a dit à son interlocuteur de l'autre bout du fil qu'il pouvait venir et qu'elle avait réussi à avoir le sperme d'Ousmane Sonko et que lui pouvait venir. Donc, en gros, son témoignage, c'est basé sur ça. Après,
Pour on le a capitaine appelé Touré. donc, pour le capitaine Touré, là, c'était plus technique parce que ça concernait le rapport qu'il accuse le procureur d'avoir trafiqué. Donc, il y a eu des échanges un peu aigus entre lui et le procureur Abdou Karim Diop. Il a, il a confirmé que le rapport qu'il a fait d'enquête, le rapport d'enquête qu'il a fait a été bien trafiqué, il a été bien modifié. Maintenant, il y a un autre aspect de son témoignage qui est cette fois-ci plus important pour édifier l'opinion. C'est que il a bien indiqué que les cas de viol et les cas de coups et blessures volontaires sont traités différemment par l'officier de police judiciaire. Pour ce qui est des cas de coups et blessures volontaires, la victime peut aller chercher un certificat médical d'abord, avant d'aller porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. Mais pour ce qui s'agit du cas spécifique de viol, il dit que c'est assez complexe, que la procédure requiert d'abord que la plaignante vienne auprès de l'officier de police judiciaire porter plainte et qu'ensuite l'officier de police judiciaire fasse une réquisition et l'envoie dans un établissement sanitaire. Il a notamment précisé que pour la section de recherche, il préférait envoyer les victimes à l'hôpital principal auprès des militaires. Mais que ce jour-là, on lui a intimé l'ordre d'envoyer la plaignante à l'hôpital général de Grand Yoff. Il précise exactement que la plaignante avait déjà fait son certificat médical avant de venir à la gendarmerie. Donc, et que lui, il était dans l'incertitude de dire si le certificat médical était authentique ou pas, parce qu'il n'était pas présent, il n'avait pas fait de réquisition. Et c'est pour cela qu'il a dit que la procédure requiert que la plaignante vienne d'abord à la gendarmerie porter plainte et qu'ensuite l'officier de police judiciaire fasse une réquisition pour l'amener à l'hôpital. D'accord. Il y a eu aussi parmi les témoins Seynabou, donc une fameuse Seynabou que personne ne connaissait. Seynabou que personne ne connaissait et est sortie de nulle part pour venir témoigner. Donc, elle s'est présentée comme une masseuse, comme une ex-masseuse du salon Suite Beauté. Le témoignage de Seynabou Ngom a été convoqué par la partie civile, selon moi, pour prouver un seul fait. Parce que tous les témoins, toutes les autres masseuses ont clairement indiqué que au salon Suite Beauté, il n'y avait pas de type de massage, les types de massage dont parle Adji Sarr, c'est-à-dire les body, les finitions, il n'y avait pas de ça là-bas. Donc, tout le monde a conforté Ndeye Khady Ndiaye là-dessus. Maintenant, le rôle de Seynabou, pour moi, était de venir décrédibiliser cette thèse-là. Parce que quand elle est venue à la barre, elle a clairement dit que ces types de massages-là, body et finition, existaient bien au salon de Ndeye Khady Ndiaye quand elle y exerçait. Donc, elle a aussi précisé qu'avant cette affaire-là, de Ousmane Sonko, elle ne travaillait plus au salon Suite Beauté. D'accord. Il y avait aussi Madame Tal, qu'on avait aussi entendu sur Dakar Matin avec Pape Alé-Niang. Oui. Madame Tal, il faut le préciser, c'est l'ex-employeuse d'Adji Sarr dans une boutique d'habillement à Liberté 6, si je ne m'abuse. Donc, elle a confirmé aussi son témoignage. Elle a décrit la plaignante comme une menteuse qui est dit clairement que la plaignante lui a dit des mensonges plus d'une fois. Donc, par exemple, quand elle est venue lui dire qu'elle était enceinte et qu'elle était enceinte de Ousmane Sonko et que Ousmane Sonko refusait la paternité de son enfant. Donc, elle lui a proposé d'aller parler à sa tante et aussi
d'aller parler à Ousmane Sonko pour voir quelle était la solution à prendre. Mais Adji Sarr, quand il s'est passé 2 ou 3 jours, Adji Sarr est revenu lui dire qu'un certain Sidi Ahmed Bey allait l'amener au palais pour voir Macky Sall. Donc, elle lui a demandé, mais pourquoi tu vas voir Macky Sall? Qu'est-ce que ta grossesse a à voir avec Macky Sall? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle est partie de cette boutique-là et par la suite, la dame l'a perdu de vue. D'accord. Et maintenant, en résumé, donc, on peut dire que de la déclaration donc, de la plaignante à aussi celle des témoins, on n'a pas eu de preuves, il n'y a pas eu donc de preuves, il n'y a eu que des déclarations que nous sachions Oui, déjà, qui se c'est ce sont, qu'on... voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau Oui, que ça, personne ne savait. il y a, oui, comme j'ai dit au début, hein, il y a aucune preuve matérielle. Il n'y a aucune preuve matérielle. Le certificat médical n'indique pas qu'il y a une trace de violence. Il n'y a pas de vidéo qui le prouve. Il n'y a pas un élément audio qui le prouve. Il n'y a pas de photo qui prouve le viol. Donc, il n'y a aucun élément matériel. Donc, il y a la déclaration de la plaignante. Il y a ces éléments-là que j'ai cités tantôt, des avocats de la partie civile pour bien bétonner leur défense, la présence d'Ousmane Sonko dans les lieux, la présence de sperme dans les prélèvements et son refus de se soumettre à un test ADN. Voilà. Et qu'en est-il de la posture d'Isis Issa Ndiaye donc, durant tout le procès? Le Comment il juge a Issa suivi le Ndiaye procès avec les différents temps? de ce que j'ai vu en tout cas, il a dirigé cette audience d'une main de maître. Il n'a jamais accepté, par exemple, que les avocats de la partie civile manquent de respect à la dame Ndeye Khady Ndiaye ou manquent même de respect à l'accusé Ousmane Sonko qui n'était pas présent dans la salle. À chaque fois que Maître El Hadji Diouf est allé dans les accusations de terroristes, de salafistes envers Sonko, le juge lui a coupé la parole et à un certain moment même, il a menacé de lui retirer la parole. Et chose inédite, lors de sa plaidoirie, vous savez que les avocats ont ce qu'on appelle une immunité de plaidoirie. Quand ils font la plaidoirie, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et le juge n'a pas à les interrompre. Et hier, le juge a interrompu Maître El Hadji Diouf au cours de sa plaidoirie. El Hadji Diouf notamment a rétorqué qu'il avait une immunité de plaidoirie, mais le juge ne lui a pas laissé faire. Il a carrément menacé Maître El Hadji Diouf de lui retirer la parole s'il continuait ses jugements de valeur sur Ousmane Sonko et sur la dame Ndeye Khady Ndiaye. Donc, en plus, il a été, comment dirais-je, très, 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 très compatissant envers la dame. À chaque 20 ou 30 minutes, le juge venait s'enquérir de l'état de la dame et il lui demandait au micro, est-ce que ça va? Est-ce que ta position te conforte? Et si tu veux te lever, il faut te lever, marcher. Après, il appelait le mari de la dame pour venir auprès de la dame s'asseoir et l'assister. Donc, il a été très, 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 très protecteur envers Ndeye Khady Ndiaye, contrairement à des infos qui ont circulé sur le web. D'accord. Et maintenant, quelles sont donc les condamnations requises par le procureur à l'encontre des deux accusés, à savoir Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye? Voilà, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle. C'est la nouvelle formule utilisée quand on veut dire travaux forcés contre Ousmane Sonko pour viol. Mais une chose assez rare quand même, le procureur est revenu pour dire au juge, si vous n'êtes pas convaincu des faits de viol, je vous demande néanmoins de condamner Ousmane Sonko à des faits de détournement, à des faits de corruption, de la corruption de jeunesse. Donc, il a un peu expliqué ce terme par le fait que
Ousmane Sonko avait une grande influence et qu'il pouvait se servir de cette influence pour détourner une gamine qui, à l'époque, avait 19 ans. Donc, en gros, il a demandé 10 ans si le procureur qualifiait des faits de viol, et sinon, 5 ans pour des faits de corruption de jeunesse. Pour les Khady Ndiaye, il a demandé 5 ans de détention criminelle. Si le procureur qualifiait de la complicité de viol, et un an ferme si le procureur qualifiait de l'incitation à la débauche. D'accord. Merci beaucoup, Ayuba. Merci à vous.